Alors l'inflation, eh bien, c'est la hausse générale et auto-entretenue du niveau des prix. Générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez 2 ou 3 familles de produits dont le prix va flamber que vous allez pouvoir parler d'inflation. Il faut que vous regardiez sur l'ensemble des biens et des services disponibles dans une économie qu'une grande majorité d'entre eux subissent des augmentations de prix pour pouvoir parler d'inflation. Auto-entretenu, pourquoi? Parce qu'il y a une logique. Les prix des produits et des demi-produits, si vous voulez, s'associent. Un demi-produit dont le prix augmente est incorporé dans un produit dont le prix va augmenter aussi. Hein? Ce prix qui va augmenter va, au bout d'un moment, aboutir sur des revendications salariales des salariés pour conserver leur pouvoir d'achat, puisque les prix augmentent. Donc les salaires vont augmenter, ça va faire augmenter les coûts des entreprises, et donc, à nouveau, les prix. Hein? Donc on est plutôt dans une mécanique avec l'inflation, c'est d'ailleurs tout le problème, de bouclage, en fait, hein, et donc l'inflation appelle l'inflation. Et si on ne fait rien pour l'enrayer, eh bien, le mécanisme ne s'arrête pas. Donc, définition extrêmement simple. On peut dire aussi, ce sont deux équivalents, que l'augmentation générale du niveau des prix dans un pays, eh bien, correspond à la baisse de la valeur interne de sa monnaie. Je peux dire que le prix des produits en moyenne a augmenté de 10%, ou je peux dire que la valeur de ma monnaie a baissé de 10%. Je dis la même chose. Hein, ce sont deux transcriptions différentes du même phénomène. Alors, la désinflation, on a défini l'inflation. La désinflation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la désinflation, ce n'est pas de l'inflation négative. C'est le simple ralentissement du rythme de l'inflation. Désinflation. Par exemple, quand on passe dans l'année 2011 de 2,5% d'inflation en France, et que ce qui est annoncé pour 2012 est inférieur à 2%, par exemple 1,5%, et bien là, on est dans un cas de désinflation. On a un ralentissement du rythme de l'inflation. À ne pas confondre donc avec la déflation, la terrible déflation. Je pense qu'on insiste beaucoup sur l'inflation. Le mal pire que l'inflation, c'est la déflation. Il faut avoir beaucoup à craindre des baisses de prix généralisées parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité économique. C'est toujours synonyme d'une panne de l'activité économique. Alors la déflation, elle désigne la baisse du niveau général des prix. Et donc là, on a des indices de prix qui sont négatifs. L'évolution des indices de prix sont négatives. Donc inflation, désinflation et déflation. Inflation négative qui est synonyme de baisse de l'activité économique. Hein, donc vous devez maîtriser, être à l'aise avec ces trois termes-là, parce que c'est les connaissances minimales à avoir sur la notion. Alors il y a plusieurs types d'inflation. Et en fonction du type qu'on va rencontrer, on va avoir une cause bien identifiée. Attention, une cause peut en cacher un autre. Une autre, c'est comme les trains, au passage à niveau. Ça veut dire que les causes peuvent se conjuguer. On n'est pas obligé d'avoir une cause et puis ensuite une autre. On peut avoir deux causes simultanées. Ce qui rend les choses encore plus compliquées à comprendre. Alors l'inflation peut être un phénomène d'origine monétaire. La théorie monétariste est effectivement la théorie qui présente l'inflation comme un phénomène qui est toujours d'origine monétaire. Milton Friedman, le maître à penser de cette école de Chicago, de ce courant monétariste, dit « l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire ». Donc pour lui, c'est clair, la cause de l'inflation est à chercher dans la monnaie, point. Il n'y a qu'une cause unique à l'inflation, c'est un phénomène monétaire. L'inflation, dans ce cas, serait liée à un excès de monnaie relativement à la production de biens. Quand il n'y a plus de proportionnalité entre le volume de biens produits et la quantité de monnaie en circulation, alors ça provoque de l'inflation. Entendez-moi bien, quand la quantité de monnaie augmente beaucoup plus vite que la quantité de produits fabriqués, eh bien, on a de l'inflation. Troisième manière de dire, quand le taux de croissance de la masse monétaire de M3 est trop supérieur au taux de croissance du PIB, alors on a de l'inflation.
Voilà les enseignements de la théorie monétariste. On verra que, évidemment, s'il y a du bien fondé dans cette analyse, on est loin d'avoir cerné toutes les causes de l'inflation en ayant dit cela. L'inflation peut être aussi l'expression de déséquilibre des marchés, autrement dit, l'expression d'un mauvais fonctionnement sur les marchés. Alors, on a d'abord l'inflation par demande, c'est l'excès de demande par rapport à l'offre de biens sur un grand nombre de marchés. Excès de demande par rapport à l'offre. Ça veut dire déséquilibre entre l'offre et la demande. On sait très bien que quand l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. Donc, ce déséquilibre, il va être établi par précisément l'augmentation des prix. Donc là, l'inflation est un moyen de rééquilibrer l'égalité entre l'offre et la demande. La demande globale est supérieure à l'offre globale. C'est la théorie, c'est Keynes qui nous parle de cette manière-là. Mais cette demande globale doit engendrer une augmentation de la masse monétaire pour créer de l'inflation. Attention, on commence à rentrer dans les détails un petit peu techniques. Est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que si les consommateurs veulent plus de produits que les offreurs ne peuvent leur en fournir, ça ne va pas forcément créer de l'inflation. Ça ne créera pas d'inflation, notamment si cette demande supplémentaire, elle va être financée non pas par le crédit, non pas par la création monétaire, mais par l'épargne. Si c'est financé par l'épargne, ça pose aucun problème. Si c'est financé par la création monétaire, comme on dit ex nihilo, on a bien une augmentation de la quantité de monnaie, alors qu'on n'a pas une augmentation de la quantité de biens. Et c'est tout à fait l'analyse de l'inflation que nous proposait Milton Friedman et que je vous ai décrit il y a 2 secondes. Donc, c'est pas dans tous les cas, si vous voulez, que une demande excédentaire peut créer de l'inflation. Ça dépend comment cette demande va être financée. En économie ouverte, c'est-à-dire en économie nationale qui échange avec ses partenaires, par le biais des importations et des exportations notamment, l'inflation par la demande est rare. Pourquoi ? Quand la demande nationale n'est pas satisfaite par l'offre nationale, on a toujours la possibilité des importations. Il y a toujours une offre qui va se proposer dans ce genre de cas. Donc l'inflation par la demande, si vous voulez, dans un cadre d'économie mondialisée, c'est une hypothèse quand même qui est relativement rare et peu fréquente dans le monde contemporain. Alors l'idée, c'est de savoir, c'est une question très importante, s'il s'agit réellement d'un excès de demande ou d'une insuffisance de l'offre. Vous comprenez bien, on peut dire la demande est supérieure à l'offre, mais on peut très bien dire l'offre est inférieure à la demande. En changeant la formulation, je fais changer aussi le responsable. Dans un cas, c'est la demande qui est, et dans l'autre cas, c'est l'offre qui est. Et ça ne veut pas dire la même chose. Un excès de demande, qui sont les responsables ? Les ménages. Parce qu'ils vont augmenter leur consommation. Parce qu'ils vont acheter des logements. On n'est pas que sur les biens de consommation, on est sur l'ensemble de la dépense. Et pourquoi vont-ils en acheter plus ? Parce qu'on va leur permettre de financer ces acquisitions avec du pouvoir d'achat supplémentaire, à savoir du crédit. D'accord ? Donc voilà le premier responsable d'un excès de demande. Les entreprises peuvent effectivement faire la même chose, c'est-à-dire accroître leurs investissements, mais des investissements qui ne vont pas être autofinancés, qui ne vont pas être financés par leur épargne antérieure. Des investissements, donc là aussi, qui vont être financés par le crédit. Enfin, l'État peut aussi, dans certains cas, soutenir considérablement la demande, notamment par les politiques de relance de type keynésienne. Ceci étant dit, quand l'État fait cela, il se finance lui aussi, il dépense à crédit, puisque généralement il va dépenser plus que ses recettes, donc il y a un déficit, et ce déficit doit être refinancé par des emprunts. C'est l'origine, c'est le lien entre déficit public et dette publique. Mais généralement, quand l'État fait ça, c'est parce que les acteurs privés
Les ménages et les entreprises, eux, justement, leurs dépenses sont insuffisantes. Les politiques de relance, elles ne se font que quand les agents économiques traditionnels, précisément, ne dépensent pas assez. Donc, on a rarement ces trois acteurs qui vont combiner ces comportements pour un excès de demande. C'est ces deux-là ou celui-là, ou parfois que les entreprises ou que les ménages. Alors, excès de demande ou insuffisance de l'offre. Insuffisance de l'offre, les entreprises. Pourquoi les entreprises n'offrent pas assez? D'abord parce que leurs capacités de production sont insuffisantes. Elles ne peuvent pas produire plus. Elles n'ont donc pas pratiqué suffisamment d'investissement de capacité. Donc c'est une insuffisance de l'investissement qui va expliquer l'insuffisance de l'offre. On peut dire aussi, en rapport avec la théorie libérale, que les problèmes de compétitivité des entreprises qui sont très faiblement rentables, qui maîtrisent mal leurs coûts, engendrent ces situations où les entreprises, finalement, elles se battent pas pour produire plus parce qu'elles gagnent rien sur ce qu'elles produisent. Et fatalement, ces problèmes de compétitivité vont engendrer des problèmes au niveau de l'offre. L'État qui ne permet pas aux autres agents, et notamment aux entreprises, de bien produire parce qu'il n'a pas mis les moyens nécessaires à la réalisation d'une bonne production, c'est-à-dire des moyens de communication, des routes, des moyens de télécommunication, et puis des hommes qui soient formés. Et donc c'est l'État qui va être en quelque sorte le goulot d'étranglement de l'offre des entreprises. Puis enfin, notons des considérations qui sont un peu plus exceptionnelles, donc moins prévisibles, des facteurs accidentels qui peuvent effectivement engendrer une pénurie au niveau de l'offre assez importante. Pensez par exemple aux conséquences du tsunami japonais. Ça a quand même paralysé notamment la région qui doit se trouver vers Kobe, où il y a les usines Toyota. Il y a eu des arrêts de production pendant quasiment un mois et demi. Il y a des pièces encore qu'on a du mal à trouver sur certaines automobiles japonaises parce que les sous-traitants qui les fabriquaient ont disparu ou ont pris du retard pour faire repartir leur production. Donc évidemment que ces événements naturels et de nature accidentelle sont de nature à limiter l'offre des entreprises. Donc, toujours se poser la question, est-ce que l'inflation est vraiment une inflation par un excès de demande? Et dans ce cas-là, la politique c'est simple, on va la faire ralentir la demande. Ou est-ce que c'est pas une insuffisance de l'offre? Et là, c'est plus la même politique. Quand c'est une insuffisance de l'offre, il ne faut pas faire ralentir la demande. Il faut susciter une offre supplémentaire. Donc rétablir la compétitivité des entreprises. Donc il est très important de savoir quelle est la véritable cause. Alors l'inflation par les coûts. Il y a plusieurs types de coûts. Donc l'augmentation des coûts de production est répercutée sur les prix. Alors quand je dis ça, ça n'a rien d'automatique. Une entreprise qui voit ses coûts de production augmenter, elle n'est pas obligée d'augmenter sa facturation auprès de ses clients. Elle peut le prendre sur sa marge. J'aurais même tendance à dire que dans un monde concurrentiel, quand vos prix augmentent et pas ceux de vos concurrents, c'est votre marge qui va baisser. Vous n'allez pas surfacturer vos clients. Donc c'est le réflexe, dans un monde de concurrence, le plus normal. Néanmoins, on peut considérer que dans un certain nombre de cas, par exemple l'augmentation des prix de l'énergie, tout le monde est touché de la même manière, toutes les entreprises sont touchées de la même manière, on peut penser qu'effectivement tout le monde va répercuter cette augmentation du prix de l'énergie sur les prix. Alors, premier type de coût qui peut déraper et qui génère de l'inflation, et nous on est des spécialistes de ça en France, parce que, en gros, le mécanisme que je vais vous décrire, il explique l'inflation des années 73 jusqu'aux années 95, c'est-à-dire qu'on aura mis 12 ans à enrayer ce cercle infernal en France. Qu'est-ce qui se passe? Le point de départ, c'est quoi? À un moment donné, il y a une augmentation du coût du travail, supérieure au gain de productivité. On est d'accord que si les salaires augmentent au même rythme que la productivité,
C'est neutre pour l'entreprise. Elle paye plus ses salariés, mais elle a plus. Elle a plus de richesses créées. Donc ça se neutralise. Là où ça commence à se gâter, c'est quand les gains de productivité sont inférieurs au supplément de rémunération versé. Donc là, le coût du travail augmente. Ça fait augmenter le coût de production des produits. Il y a ce mécanisme de répercussion de la hausse des coûts dans les prix. Comme les prix ont augmenté, donc on a de l'inflation, du coup le pouvoir d'achat des salaires diminue. Donc le salaire réel baisse. Différence entre salaire nominal et salaire réel, je vous rappelle. On retire le taux d'inflation pour passer du salaire nominal au salaire réel. Et ça va annuler, en fait, les augmentations qui ont eu lieu ici. J'augmente ici, et je vais reprendre ici par de l'inflation. D'accord ? Mais dans le même temps, cette baisse du salaire réel, elle va engendrer de nouvelles revendications salariales, puisque les gens se rendent bien compte que leur pouvoir d'achat a baissé, et donc on va être obligé de leur accorder des hausses de salaire au bout d'un moment. Et on va avoir cette course-poursuite, hausse des prix, hausse des salaires, hausse des prix, hausse des salaires. D'accord ? Et si on n'y met pas fin d'une manière brutale, c'est-à-dire administrative, eh bien, je ne vois pas comment on peut se couper de ce cercle totalement vicieux. Qu'est-ce qui a été décidé ? Tout simplement, en 1982, je crois, 82 ou 83, eh bien, le gouvernement de l'époque a décidé de ne plus indexer les salaires sur les prix. Il pouvait y avoir 10% d'inflation, les salaires n'augmenteraient pas de 10%. On a dit ça, c'était une règle pour toutes les entreprises publiques, qui était respectée à la lettre, et ça a été assez bien entendu, évidemment, par le monde patronal, c'est quand même aussi dans son intérêt, et voilà comment on a réussi à inverser ce cycle d'inflation infernal qu'on avait depuis le premier choc pétrolier. Mais encore une fois, on a mis quasiment 12 ans à mettre en place ce genre de choses. Vous comprenez bien aussi que le monde syndical est totalement opposé à ce genre de mesures. Parce que pendant un moment, les prix augmentent et les salaires pas, donc forcément, les salariés s'appauvrissent. Alors, les causes structurelles de l'inflation. Donc, on se répète. Donc, on a une inflation par la demande, on a une inflation par les coûts, on a une inflation de type monétaire. C'est déjà 3 types d'inflation différents. Alors maintenant, il y a une inflation de type structurel. Insuffisance de concurrence et problème de compétitivité. Alors là, on serait dans, c'est pas la demande qui est trop importante, mais l'offre qui ne l'est pas assez. C'est que donc la moitié du commentaire de mon graphique de tout à l'heure. Alors, insuffisance de la concurrence. Eh ben, dans certains secteurs, il y a trop de concentration, il n'y a pas assez d'acteurs. Pense à la téléphonie. Les abonnements téléphoniques sont chers parce qu'il n'y a que 3 acteurs. Donc on a travaillé sur les prix de l'oligopole et du monopole, et on a compris que ce prix était beaucoup moins concurrentiel que quand, précisément, il y avait un grand nombre d'offreurs qui rivalisaient entre eux. Entente et concurrence monopolistique. La concurrence monopolistique, je vous rappelle, c'est la proposition de biens différenciés aux consommateurs de telle sorte que chacun de ces biens est perçu comme sans équivalent, sans concurrence par le consommateur. Donc, chaque produit est en position de monopole quelque part, et en conséquence, son prix va être élaboré comme celui d'un produit en situation de monopole, avec une rente de monopole. Donc, la concurrence monopolistique conduit, elle aussi, à la pratique de surprix très importante. Compétitivité prix insuffisante des entreprises. Donc là, les entreprises ne maîtrisent pas leurs coûts. Alors, je vais vous parler du coût du travail, mais ça peut être aussi le coût des technologies, ça peut être le coût de l'organisation du travail, ça peut être tous les types de coûts supportés par les entreprises. Et puis, on peut avoir des causes socio-culturelles que l'on met aussi dans le... si vous voulez, c'est un compartiment des causes structurelles. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a des pays qui essayent de lutter contre les inégalités sociales. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les inégalités sociales ?
généralement, on ne choisit pas de baisser les rémunérations des plus riches. On va essayer de donner un coup de pouce à la rémunération des plus pauvres. Et en conséquence, on va faire augmenter soit les impôts, soit les charges sociales, soit les salaires. Ça dépend sur quel levier l'État va s'appuyer pour mettre en place ces politiques de justice sociale. Mais ça va avoir des influences, évidemment, sur le coût. Par exemple, on se dit, voilà, il faut que le travail vive mieux. Ben tiens, je vais augmenter le SMIC. Si j'augmente le SMIC, effectivement, ça augmente les coûts de production d'un grand nombre d'entreprises. Donc, c'est bien une cause socio-culturelle. Et puis, il y a la lutte pour le partage de la valeur ajoutée. Et là, c'est la lutte qui a lieu dans l'entreprise. Hein? Donc, la lutte qui anime le capital et le travail. Qui va accaparer le plus la valeur ajoutée et surtout qui va accaparer la valeur ajoutée supplémentaire produite par les entreprises. Et en fonction des réponses, bien évidemment, ça va être plus ou moins inflationniste. Hein, donc si c'est le travail qui l'emporte, donc au détriment du capital, le capital va entre guillemets se venger et répercuter ses hausses de salaire dans ses prix. Hein, donc on le voit bien là aussi, et c'est socio-culturel parce que effectivement dans certains pays il y a la paix sociale et il y a la négociation dans le calme qui se produit, on arrive toujours à un accord. Je pense à nos amis allemands par exemple. Puis il y a des pays où ça se passe beaucoup plus mal et où effectivement c'est des rapports assez agressifs entre le capital et le travail et ça conduit parfois à des augmentations de rémunération qui sont insupportables pour le système économique. Alors, il y a des mécanismes propagateurs, en plus, donc qui vont intervenir comme des causes structurelles. On en a déjà mentionné deux. L'indexation automatique des salaires sur les prix. Très mauvaise chose, parce que ça, on sait que c'est une machine à fabriquer de l'inflation. J'ai le prix qui augmente de 10%, je sais que mes salaires augmentent de 10%, et ça y est, je suis parti dans le processus inflationniste. Le deuxième, la répercussion automatique des hausses de coûts sur les prix. Donc ça, c'est un comportement d'entrepreneur. Je vous ai dit que dans un monde concurrentiel, ça ne devrait pas trop avoir lieu. En fait, cette problématique est très actuelle. Je vous rappelle que le gouvernement a décidé d'augmenter la TVA de 1,6 point. Et la grande question, c'est est-ce que ça va entamer le pouvoir d'achat des Français ou pas ? La réponse, elle est dans cette ligne. Est-ce que les entrepreneurs français vont répercuter automatiquement la hausse de la TVA sur les prix ? C'est une vraie question, puisque dans le même temps, ils auront bénéficié d'un allègement de charges sociales. Donc le coût du travail va baisser. Et le coût du travail va baisser plus que proportionnellement, c'est normal, que la hausse de la TVA. Alors qu'est-ce que vont faire les entrepreneurs ? Et dans ce qu'ils vont faire, on a la réponse. Est-ce que ce mécanisme de TVA sociale va être inflationniste et destructeur de pouvoir d'achat des Français ou pas ? La solution, encore une fois, ne sera pas aussi simple que ça. Ce ne sera pas tout ou rien. Ce sera au milieu. Ce sera partiellement répercuté et partiellement absorbé. Et puis, il y a les anticipations inflationnistes des agents économiques. Par exemple, on sait très bien que quand il y a une augmentation du prix du carburant qui est annoncée, les gens se ruent à la pompe pour faire le plein avant l'arrivée du carburant. Bon, imaginez donc, l'anticipation de l'inflation engendre une augmentation de la demande. Bon, dans le cas du carburant, l'offre peut suivre, mais on pourrait trouver des exemples où l'offre ne peut pas suivre. Et donc là, on aura un déséquilibre entre la demande et l'offre et une augmentation du prix. Donc, anticiper de l'inflation et avoir des comportements qui correspondent à cette anticipation, c'est généralement créer finalement de l'inflation. Quand toute une population agit de la même manière, le résultat est certain. Donc, il faut bien comprendre comment les ménages, les agents économiques vont anticiper les phénomènes inflationnistes. Et c'est très très compliqué ça. C'est très très compliqué. Ça dépend vraiment de la perception
qu'ont les individus. Et cette perception, j'ai bien peur, n'est pas du tout rationnelle. Quand les individus pensent c'est une flambée des prix, ça va durer 2 mois, puis après, on va revenir à des choses beaucoup plus sages. Soit ça altère absolument pas leur consommation, comme s'ils n'avaient rien vu. Ils vont juste prendre un petit peu plus sur leur épargne, passagèrement, pour arriver à absorber le choc inflationniste. Ou bien, ils vont se dire « Oh, c'est passager, je veux m'acheter des biens d'équipement assez coûteux, je vais attendre que les prix rebaissent. » Et donc, on va avoir des comportements d'attente sur la consommation. Ou alors, ils pensent que ça va être hyper durable, qu'on est parti dans une inflation sur plusieurs années, et là, ils se disent « De toute façon, les prix ne feront qu'augmenter. » Donc, qu'est-ce que je fais ? Je consomme tout de suite parce que c'est aujourd'hui que c'est le moins cher. Vous voyez, je viens de vous donner 3 scénarios totalement différents, qui dépendent absolument du ressenti des agents économiques par rapport au phénomène inflationniste. Du ressenti. Objectivement, on ne connaît pas le futur. On ne sait pas si ça va durer longtemps, si ça va augmenter, si ça va baisser. On ne sait pas. Il y a des études économiques, mais de tout à chacun ne connaît pas les études économiques, et les études prospectives, elles sont là aussi pour se tromper. Donc c'est vraiment la perception des agents qui va faire les conséquences de l'inflation.